Ça crée un sentiment un peu de crainte. Oui, il y aura sûrement des métiers qui vont changer. On va travailler ensemble et on va se dire qu'est-ce que ça veut dire de changer ce métier, comment est-ce qu'il va changer et comment est-ce qu'on va accompagner les collaborateurs à travers ce changement. Ce sera la réponse, c'est l'anticipation et l'avenir de l'IA passera par les ressources humaines. Bienvenue, je suis Laurent-Nicolas Guénoc du cabinet Convertéo et vous allez écouter Changement d'époque en cours, le podcast de l'IA. Aujourd'hui, faites vos valises, on part en voyage. Choisir une destination, dénicher l'hôtel de vos rêves, tracer l'itinéraire idéal, préparer son voyage, c'est déjà partir un peu. Et qui n'a pas déjà demandé à son IA préféré de l'aider à choisir sa prochaine destination ? Mais bien au-delà de la préparation seulement, l'IA s'infiltre en réalité à chaque étape de notre parcours, avec une grande promesse, celle d'un voyage toujours plus personnalisé. Mais si l'IA se charge de tout, devine toutes nos envies, devance tous nos problèmes, aurons-nous encore demain des anecdotes de voyage à raconter, ces petites galères et ces bonnes surprises qui font tous nos souvenirs ? Mais surtout, plus sérieusement, comment les leaders du secteur s'emparent-ils de ces technologies pour réinventer leur métier et les services qu'ils nous proposent ? À mes côtés, pour parler de ce sujet passionnant, j'ai aujourd'hui deux invités de haut vol. Côté Hublot, Nicolas Ménard, bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge de la data science et de l'IA au sein du groupe Accor, merci d'être là. Et côté couloir, Quentin Briard, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes directeur marketing et technologie du groupe Club Med. Je suis très heureux de vous avoir tous les deux dans Changement d'époque en cours et je suis très heureux d'avoir à travers vous deux marques bien connues des Français, deux leaders du secteur chez qui l'IA avance à grands pas. On va en parler. Merci encore d'être avec nous. Sans plus tarder, je voudrais qu'on commence par le début du parcours de vos clients, des voyageurs, la préparation du voyage. On est en train de passer de « je cherche » à « je converse ». Je prépare mon voyage en cherchant sur les moteurs de recherche des informations à « j'ouvre une IA, je lui pose des questions, je dialogue et je m'inspire, je compare ». Ce changement, il est assez fondamental dans le comportement des internautes, d'ailleurs pas que dans votre secteur, mais en particulier dans votre secteur. Déjà, ce changement, comment il se manifeste ? Est-ce que vous le voyez apparaître dans les comportements de vos clients ? Est-ce que c'est des remontées du terrain de vos collaborateurs, de vos équipes ? Comment vous voyez ce moment ? Quentin, peut-être pour commencer. Notre journée conversationnelle a démarré début 2023, lorsque OpenAI est arrivé avec ChatGPT, et qu'on a eu au même moment une demande de nos collègues brésiliens qui souhaitaient converser par WhatsApp avec leurs clients, parce que WhatsApp est au Brésil le moyen usuel pour prendre rendez-vous avec son médecin, discuter avec les marques. Et donc on a profité de la technologie pour l'intégrer directement dans un agent conversationnel dans WhatsApp. Et la grande surprise a été que en quelques mois, on est passé au Brésil à 50% des conversations qui se passaient sur WhatsApp. Donc c'est énorme. Et la moitié était totalement automatisée dans ce même pays. Donc la journée a bien commencé. Ça a été très franchement une surprise d'atteindre des taux d'adoption aussi forts. Mais comme on l'a vu avec les dernières technologies, ça va aujourd'hui très vite. On a ensuite décidé de l'industrialiser sur une quinzaine de marchés, ce qui est fait aujourd'hui. Sur l'année 2025, c'est à peu près un tiers des conversations clients qui sont sur WhatsApp. C'était 0, encore une fois, il y a début 2023. Et on est à peu près à un tiers d'automatisation via l'IA. On est monté fin 2025, sur les derniers mois, à 50% d'automatisation grâce à une montée de version agentique qui orchestre différents agents spécialisés sur de la recommandation, sur de l'information produit ou sur de la demande de devis. Nicolas, chez Accor, passer de la recherche à la conversation, ça a quelle signification aujourd'hui ? En fait, ça commence déjà dans l'expérience utilisateur qui commence sur d'autres plateformes que là où elle commençait avant. Même si c'est encore anecdotique, je pense que dans la part du trafic qu'on arrive à mesurer est de 1 à 2% de notre trafic actuellement, mais ça croît à plus de 110% par mois. Ce qu'on arrive le mieux à mesurer, c'est OpenAI et ChatGPT. On a un peu plus du mal sur tout ce qui est Google, tout simplement parce que l'expérience Google est aussi beaucoup plus intégrée avec l'environnement Google et donc il y a plusieurs rebonds avant même d'arriver à notre expérience. Nous, ça commence déjà sur ces plateformes-là, puisqu'on voit qu'il y a une vraie volonté de planifier un voyage, et les hôtels, c'est une partie du voyage, mais on commence à l'ensemble du voyage. Et donc, on a très rapidement commencé à travailler avec OpenAI, avec Google, pour essayer de comprendre comment on pouvait être bien positionné, comment s'assurer que nos hôtels soient représentés dans les bons moments. Donc,
on parle de cette nouvelle technologie de GEO, Generative Engine Optimization. On a beaucoup travaillé dessus très tôt, mais on essaye aussi de comprendre un peu les nouvelles expériences. Alors nous, par exemple, on est assez fiers d'avoir lancé notre première application Accor sur ChatGPT. C'est la première application d'un groupe hôtelier au monde. C'est la première application française qui a été lancée sur le store, même si maintenant il y en a d'autres. Et nous, ça nous permet de très rapidement comprendre les attentes et de capter en fait comment est-ce que ça fonctionne. Parce que finalement, même si le conversationnel, ça existe depuis quelque temps, ça existait même avant. Moi, je viens d'un monde où on travaillait sur du conversationnel à travers la voix. Et ça existait depuis quelque temps. Mais on voit vraiment une différenciation en termes de comportement, en termes d'attente, en termes de qualité de la conversation qui nous permet de nous poser des questions. Et après, alors, exactement comme on vient de le dire pour Club Med, nous aussi, bien sûr, on l'a transféré sur nos canaux. Et on continue à travailler dessus. On pourra en parler un peu plus tard. Donc, on va sur les LLM et on intègre ces technologies de conversation à notre écosystème propriétaire. C'est un peu les deux pieds sur lesquels vous essayez de faire avancer la stratégie. Ouais, oui, parce que de toute façon, il va falloir se poser la question de comment est-ce que ça va se passer au bout d'un moment. Nous, Accor, le trafic direct est hyper important. Si on peut avoir des utilisateurs ou même des membres All Accor qui bookent directement à travers notre application ou à travers nos services, c'est un avantage financier pour nous versus passer par d'autres agences. Et en fait, on se rend compte que ces nouvelles plateformes conversationnelles vont sûrement en une partie remplacer le rôle de ces agences en ligne. Donc nous, on essaie de se positionner pour comprendre comment ça fonctionne, être là pour aussi influencer ces acteurs sur qu'est-ce que ça veut dire de présenter des hôtels, comment est-ce qu'on les présente, quels sont les critères qu'ils vont utiliser quand il y aura des requêtes un peu plus communes, et essayer de comprendre après comment ça s'inclut dans l'ensemble de l'expérience. Quentin, ce que dit Nicolas sur le GEO, c'est-à-dire s'assurer que les résultats de recherche, les résultats de conversation des internautes dans leur discussion avec les IA mentionnent vos offres, vos destinations. C'est des sujets que vous regardez aussi qui sont importants pour vous ? Oui, on s'est équipé de dashboards qui sont les prémices encore aujourd'hui. On sait qu'on apparaît notre part de voix et de temps, que le tone of voice du Club Med ressort positivement ou neutre, généralement jamais négatif sur ce genre de plateforme. On continue de faire du SEO, je pense que ça serait une erreur d'arrêter compte tenu de l'importance du trafic web chez nous. Et la bonne nouvelle, c'est que le GEO n'est pas non plus à l'opposé de ce qu'il faut faire en SEO. Avec des bémols, c'est que selon la plateforme, OpenAI a comme source d'autorité dans le tourisme Wikipédia, par exemple, ce qui n'est pas le cas de Gemini, ou alors Reddit, sur lequel nous, franchement, on était très peu présents, et la stratégie d'animation de contenu sur Reddit est pas évidente, entre guillemets. Wikipédia est pas évident non plus, parce que la création d'une page Wikipédia est quelque chose d'extrêmement technique qui prend beaucoup de temps, donc on est plutôt sur l'amélioration de notre PIM. Le PIM, vous pouvez préciser ? Notre outil de gestion d'informations produits, alors en bon français, sans acronyme anglais, plutôt sur de la complétude d'informations, pour éviter tout biais. Et je vais prendre un exemple qui paraît tout bête, mais dans notre fabrique d'informations produits, nous ne renseignons pas aujourd'hui s'il n'y a pas de mini Club Med ou de baby Club Med. On en renseigne quand il y en a un. Le fait de ne pas avoir d'informations fait que le LLM va essayer d'interpréter et de temps en temps dire oui, de temps en temps dire non. Donc on a dû refondre, on a dû aller sur la complétude de l'information, adapter un petit peu l'arbre. Et on se pose des questions sur Wikipédia, sur Reddit, mais plutôt sur du moyen terme, sachant que tout cela évolue très vite. Donc on observe. C'est vrai que par exemple Reddit, nous on l'a vu évoluer énormément, même au sein d'OpenAI, sur le poids qu'avait Reddit. Ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille avec ces acteurs, même eux ne savent pas vraiment en fait. Chaque jour, on fait tourner en fait un nombre de requêtes sur les différentes plateformes avec des requêtes sur lesquelles on pense qu'on devrait apparaître et on regarde comment on apparaît, quel est le contenu. Une des choses qu'on a vues en plus de Reddit, c'est que plus globalement, le contenu qui est généré par les utilisateurs est mis en avant. En anglais, on dit User Generated Content, mais ce qui est vraiment quelque chose qui est pris en beaucoup plus de poids que par rapport au SEO. Donc les bases du SEO, il faut toujours les avoir, parce qu'ils s'en servent quand même, et ça a quand même une grosse partie de l'algorithme. De ce qu'on voit, c'est que si on n'est pas bon en SEO, on ne sera pas bon à remonter. Mais par contre, nous, on passe de plus en plus de temps à regarder le contenu généré par nos utilisateurs et à le mettre en avant. Typiquement, sur nos pages marques, est-ce qu'on va mettre en avant les commentaires des utilisateurs
Est-ce que ça aide ou pas à faire remonter un peu nos marques? Alors en plus, Accor, c'est une 50aine de marques. Donc il faut le faire pour chacune de ces marques-là et essayer de comprendre, en plus dans un positionnement luxe versus un positionnement plus middle, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est les mêmes éléments qui sont pris en compte? Qu'on a des équipes business qui sont dédiées à ça, mais c'est intéressant de voir que le test and learn qu'on a eu sur SEO, il se refait aussi sur le GEO et avec d'autres outils. Sans nous donner les clés de l'algorithme. Mais parce qu'ils les ont pas en fait. On avance encore un peu dans le brouillard sur ces questions-là, et donc je retiens, c'est très intéressant que vous produisez vos propres batteries de tests, vous posez vous-même des séries de questions aux IA pour observer les réponses. Il y a des acteurs quand même sur le marché, il y a plein, c'est intéressant parce que ça fait créer plein de nouvelles startups ou petites entreprises sur le sujet-là. On utilise ces entreprises-là qui ont automatiser en fait la mesure. Donc on va définir nous, et c'est le business qui va définir en fait où est-ce qu'on considère qu'on devrait apparaître, quels sont les types de requêtes. Et alors justement sur une requête luxe versus une requête Ibis, on va pas poser les mêmes questions. Et ensuite on déroule ça par marque, par région, et on regarde comment on ressort. On a fait la même chose, on est passé par une entreprise qui a un panel, grâce à un pixel qui est placé dans le navigateur et qui donc a les prompts posés par les utilisateurs. On est quand même sur des panels importants, on est sur plusieurs dizaines de millions dans le monde représentatif. Et on a tous les jours 70 requêtes qui tournent par destination pour suivre l'évolution de notre part de voix. L'une des grandes promesses de l'IA, je le disais en introduction, c'est de pouvoir personnaliser de plus en plus le voyage, de passer d'offres standards ou destinées à des catégories de personnes au voyage qui me ressemble moi, qui me correspond à moi. Mais au-delà du concept, je voudrais qu'on rentre un peu dans le concret. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement personnaliser le voyage avec l'IA chez vous? En quoi l'IA permet-elle de personnaliser? Est-ce que vous avez des exemples? Quentin, dans le groupe Club Med, comment vous abordez ce sujet? On a eu une force en personnalisation qui n'était pas uniquement basée sur l'IA, mais on a une distribution directe à hauteur de 72%, donc on a une base de données qui est très qualitative au Club Med pour cette raison. Et on a aujourd'hui dans notre CRM à peu près un peu moins d'une centaine déjà de variables qui sont utilisées par communication. Après, c'est sûr qu'arrive l'IA et la promesse de, je dirais presque l'individualisation, sur lequel je crois à terme. Et on a fait un choix technologique l'an dernier, puisque nous n'étions pas en capacité de tendre vers l'individualisation. Nous avions beaucoup d'outils qui servaient différents canaux de communication et qui rendait l'orchestration finalement complexe. Et donc on a migré vers une solution qui s'appelle Imagino pour intégrer une partie de la segmentation, la création des assets créatifs, ainsi que l'orchestration de l'ensemble des différents canaux pour, d'ici la fin d'année, puisque la migration se termine au mois de juin, sur le second semestre, penser des campagnes en versioning, c'est-à-dire que l'email ou la communication sortante sur WhatsApp intégrera tout ce qu'on intègre déjà, mais sera en capacité de créer un email qui soit totalement personnalisé à l'individu, son historique, là où aujourd'hui on est quand même plutôt sur des segments. Nicolas, au sein du groupe Accor, personnaliser le voyage avec l'IA, ça veut dire quoi aujourd'hui? Alors c'est intéressant parce que, encore une fois, là on parle de voyage. On est dans une partie du voyage et donc ce qu'on voit, c'est que déjà en fait la personnalisation, il y a un enjeu très fort pour nous sur quel niveau de personnalisation sera fait par les plateformes LLM versus ce que nous on va apporter. Moi, je crois beaucoup en une intersection en fait entre les deux. Si on considère qu'une grande partie de ces conversations vont, au bout d'un moment, être sur ces plateformes, je ne sais pas si vous avez déjà demandé à ChatGPT ce qui sait sur vous, mais ça fait peur quand même, dans un sens, de voir l'ensemble de l'information qu'il extrait de simples conversations. Et donc, c'est une force aussi. Et ce qui fait que cette connaissance plus générale de l'utilisateur est une vraie valeur, quand nous, on va apporter une connaissance du moment, de l'expérience, hôtellerie. On essaie de travailler énormément à l'intersection de ces moments-là et comment, du coup, sur la recherche, quand elle se fait dans les plateformes LLM, on peut combiner ces deux-là. Ensuite, nous, sur nos propres canaux, on continue à développer une personnalisation. Alors, l'individualisation, je trouve que c'est un très bon terme. On n'y est pas encore, mais on avance progressivement sur ces sujets-là. Pour l'instant, la manière dont on le pense aussi, c'est... Il y a déjà une manière de personnaliser les résultats, c'est grâce à la conversation en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de rentrer dans un flow où actuellement, si vous allez sur l'application All Accor, vous rentrez une destination, une date,
nombre de personnes. Et à partir de là, on vous met des hôtels. C'est extrêmement commun. Alors que si vous rentrez dans une conversation qui peut être inspirationnelle ou simplement une conversation, on va pouvoir aller beaucoup plus dans le détail. Quel type d'hôtel que vous recherchez? Est-ce que vous voyagez encore avec votre famille ou est-ce que c'est pour le business? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous voulez faire dans la région? Et là, on rentre dans beaucoup plus d'individualisation. Donc pour moi, le conversationnel, il aide aussi à ça, en plus de tous les algorithmes d'IA qu'on a, où on est capable maintenant de traiter de la donnée de manière beaucoup plus massive. On est en train de travailler à l'automatisation de nos campagnes marketing pour faire, alors peut-être pas encore de l'individualisation, mais on va dire de l'hyper-personnalisation. C'est-à-dire que ça sera des multiples petits segments, mais pas encore véritablement individuels. Ça sera envoyé automatiquement, ça sera testé avec les analyses. Donc ça, on le voit très bien venir, on le voit venir en 2026. Mais c'est un aspect versus aussi tout ce flow dans notre expérience de réservation ou même post-réservation qui peut être complètement personnalisé et individualisé à travers la conversation. Ce que dit Nicolas est très juste et ça rejoint finalement la première question. La vraie personnalisation, c'est quand le client commence l'interaction. Puisque finalement, c'est là où on sait ce qu'il veut, à quel moment. Même si on a toute la technologie, une bonne stratégie, on n'arrivera jamais à être dans la tête du client et savoir exactement. Là, on sera Big Brother et ça deviendra dangereux. Tout notre intérêt dans les prochains mois, ça va être d'essayer de pousser nos clients à interagir avec nous sur nos canaux. Et c'était aussi un point de la première question, c'est que pourquoi on est allé sur WhatsApp avec notre propre agent conversationnel. Demain, j'espère, et c'est le très beau exemple d'accord qui va directement sur OpenAI, sur ChatGPT avec leur application, c'est que ça permettra d'avoir un agent de la marque. Et donc, quand le client viendra ou le prospect poser des questions, là, on sera vraiment dans de la personnalisation ultime. On voit bien comment la conversation aide à préparer le voyage. Il se passe aussi beaucoup de choses quand je suis parti, au moment du voyage, dans mon expérience sur place. On tourne autour de cette idée du concierge augmenté, de tous les petits services qu'on pouvait avoir au guichet de l'hôtel en arrivant, qui là pourraient être anticipés, ou en tout cas, on pourrait apporter des réponses de manière beaucoup plus fluide et naturelle. Est-ce que c'est des sujets que vous regardez, peut-être, Nicolas, au sein du groupe Accor? C'est notre métier quand même. Donc le but, c'est d'accueillir au mieux possible nos guests, comme on les appelle. Déjà, il y a un point qui est très important pour nous, c'est que la touche humaine, elle restera primordiale. Donc on regarde comment aider à ce que cette touche humaine soit la plus juste possible. Et surtout, on regarde à comment aider nos collaborateurs à se focaliser justement sur ce contact, sur cette valeur ajoutée. Et donc, il y a plusieurs choses qu'on fait. La première, c'est qu'on est en train de regarder comment on peut les aider à être mieux préparés dans l'accueil. Donc c'est des choses assez simples, mais c'est avoir le bon message d'accueil. Quand un client arrive dans l'hôtel, sur nos outils, être capable de remonter un message d'accueil qui est personnalisé parce que on se souvient de leur statut, on sait s'ils sont déjà venus, on sait leurs préférences. C'est rien, mais c'est une touche personnelle. Justement, on parlait de personnalisation tout à l'heure. C'est hyper important pour nous pour aider. Après, on est encore aux prémices véritablement de tout ce qui est un peu plus automatisation et aider aux tâches. Mais c'est un vrai sujet pour nous en 2026, et pas dans un but d'efficacité opérationnelle, mais vraiment dans un but d'améliorer l'expérience pour nos guests. Et après, on a ce qu'on appelle le Travel Concierge, ou notre concierge qui s'appelle Alison, qui est disponible sur le web, alors aussi sur WhatsApp, puisqu'effectivement, c'est un canal qu'on ne peut pas louper maintenant. Donc on l'a sur l'application, sur le web ou sur WhatsApp, et qui permet à la fois de réserver, mais aussi de tout préparer. C'est-à-dire, j'arrive bientôt, et au fait, est-ce qu'il y a un parking? J'ai oublié de demander, ou est-ce qu'on peut dire que je vais arriver plus tard que l'heure prévue? Poser des questions pendant le séjour, et aussi pour nous, ce qui est important d'un point de vue programme de loyalty All Accor, c'est de pouvoir aussi, après, plus tard, poser des questions. Typiquement, j'ai pas reçu mes points, comment je peux les utiliser, etc. Donc on va essayer de les accompagner dans l'ensemble de l'expérience qui est découvrir, profiter et poser des questions après. Quentin, ça fait écho à des choses que vous voyez, que vous mettez en place chez Club Med? Ça aurait été étrange que je réponde différemment, puisque on est quand même dans le cœur de l'hospitality, avec deux très belles marques françaises qui ont le soin d'avoir une considération très forte pour leurs clients. Il est vrai que nous, ça n'a pas été notre priorité d'aller vers de l'automatisation conversationnelle dans nos resorts, puisque c'est l'ADN du Club Med, justement d'être humain, raison pour laquelle on a des gentils organisateurs qui sont là pour vous faire vivre de vraies vacances, l'esprit libre. Les initiatives qu'on a lancées, on tourne autour de WhatsApp principalement, sans aide de l'IA.
à aujourd'hui. On y réfléchit quand même, puisqu'il y a forcément des conversations qu'on pourrait rendre peut-être encore plus fluides, qui ne nécessitent pas l'intervention d'un welcome guest ou réceptionniste ou concierge. C'est vrai que ça a pris une part importante, notamment dans notre gamme X-Swift Collection, qui est la gamme luxe du Club Med, qui prend contact avec le client en amont du séjour pour renseigner ses attentes, et puis au jour le jour dans ses vacances pour réserver des activités, etc. Donc c'est vraiment aujourd'hui un support qui met nos équipes et nos clients en relation beaucoup plus fluide, de par l'asynchrone qui permet aussi d'avoir une gestion plus efficace par nos équipes. On réfléchit quand même à l'automatisation, mais ça viendra plus tard. On a juste un sujet en plus là-dessus. Quand je parlais d'efficacité opérationnelle, on est aussi en train de regarder un peu comment on peut donner des éléments typiquement ESG. Donc on a un système, c'est intéressant, ça a été créé par un data scientist chez nous qui finalement on a fait sa start-up, qui permet de mesurer l'impact par exemple des menus dans les hôtels et d'optimiser, de faire des recommandations sur quels produits utiliser plutôt que d'autres. On essaye de trouver plein de petites solutions comme ça qui aident à rendre l'expérience meilleure ou meilleure environnementalement. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les différences à travers les régions. Et autant le contact est hyper important dans nos régions, en Europe, dans les Amériques, autant on commence aussi à voir en Asie quand même un niveau d'automatisation dans certains hôtels, même dans des hôtels luxe, qui font qu'on va continuer à se poser la question de... En fait, on va revenir à la personnalisation. La personnalisation, ça peut être pour quelqu'un d'avoir un contact extrêmement personnalisé ou ça peut être pour quelqu'un qui est en voyage pour son travail, qui a l'habitude de le faire et qui ne veut pas parler à qui que ce soit, qui veut juste que quand il arrive, il ait déjà sa clé, il puisse rentrer dans sa chambre, il a déjà commandé à l'avance. Ça, c'est pas le contact humain que nous, on met en avant, mais c'est une vraie personnalisation finalement de l'expérience. Et donc, ça revient un peu à mieux comprendre et individualiser les expériences. Qu'on essaye aussi de comprendre justement ce niveau d'interaction et comment est-ce qu'on peut adapter l'expérience pendant qu'ils restent dans nos hôtels selon leurs préférences. Alors, l'une des beautés du voyage et aussi la source parfois de quelques galères, c'est le fait d'être confronté à une langue étrangère qu'on ne maîtrise pas toujours. On a tous en tête le potentiel assez bluffant des IA pour la traduction en général et aujourd'hui de plus en plus pour la traduction en temps réel, voice to voice. Est-ce qu'on peut réellement imaginer demain un client japonais, pour prendre une langue qui est vraiment très éloignée de la nôtre, converser dans sa langue naturelle avec un géo français au Club Med ou avec un collaborateur d'accord français? Est-ce que c'est des sujets que vous regardez? C'est à ce stade de la R&D ou est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez, Quentin, au Club Med? Nous, la première des priorités, elle est non technologique. C'est-à-dire qu'on a dans nos resorts une trentaine de nationalités. Ça a toujours été le cas au Club Med. On adapte les nationalités de nos équipes par rapport aux nationalités des clients. Et je vais prendre un exemple, c'est qu'on a près de 30 000 Brésiliens qui viennent skier dans les Alpes au mois de janvier. C'est la première arrivée internationale au mois de janvier dans les Alpes. Ce sont les Brésiliens, et particulièrement au Club Med. On fait venir des Brésiliens, des Portugais dans nos villages pour les accueillir personnellement pendant les premiers jours et toute la semaine. Donc ça, c'est, je dirais, la première des priorités. Là. Le jour où il y a des robots qui vous accueillent dans toutes les langues possibles, je pense qu'on ne sera pas au Club Med. Deuxièmement, c'est pas possible tout le temps. Il est évident que dans beaucoup de nationalités, vous citiez les Japonais, il peut y avoir une barrière forte même à l'anglais. Donc nous avons fait de la R&D par le passé, nous continuons à en faire. La R&D par le passé était plutôt sur les cours de ski, très franchement. On a fait des prototypes de casques avec la difficulté dans les domaines skiables étant de ne pas être en 4G ou 5G, et donc il fallait incorporer dans le moniteur de ski un équipement qui était quand même assez costaud, donc on l'a plutôt mis en pause. On a des solutions dans certains de nos resorts avec des tablettes qui traduisent en temps réel, que ce soit par la voix ou du sous-titrage. Je sais qu'il y a les lunettes qui sont en fort développement, j'ai pu en tester de nouvelles récemment, qui ne sont pas que celles de Meta, mais d'autres. Il y a les casques. Tout cela est quand même un peu perturbant quand même dans un contact humain de proximité. Donc on essaye d'éviter et plutôt adapter la planification de nos équipes, mais on regarde quand même. La technologie avance à une vitesse folle. Donc voilà, s'il faudra mettre son casque, on le mettra. Ça reste un palliatif, mais on reste attentif aux innovations. Nicolas, c'est un peu le sentiment aussi chez vous? Oui, alors après, il y a un autre aspect où la langue est importante, c'est pour tous nos centres de service, en fait, pour tous les appels.
En fait, ça permet de s'assurer qu'on puisse répondre dans n'importe quelle langue, même si on n'a pas forcément toutes les langues représentées dans nos centres de service. Donc, un des axes sur lesquels on priorise en fait la traduction, alors c'est beaucoup plus simple quand on parle de texte, forcément, parce que là, alors, c'est instantané maintenant, il n'y a pas de question à se poser. La traduction instantanée de la voix, ça se fait, on voit les technologies qui arrivent, vous pouvez le faire sur votre téléphone. Après, nous, dans des centres de service, on fait encore un peu attention parce que la latence peut jouer un rôle, donc on teste, on regarde, mais on n'est pas très avancé. Après, personnellement, et là, c'est pas plutôt Accor, moi, je crois énormément au fait que les personnes vont arriver avec leurs propres outils qui feront la traduction pour eux, parce que c'est pas que dans l'hôtel ou dans le club qu'ils doivent traduire, c'est dans la rue, c'est partout, en fait. Et donc, ça sera votre téléphone, ça sera les écouteurs, ça sera... et donc, nous, on utilisera ces technologies comme n'importe quel individu les utilisera. D'ailleurs... même au Japon, déjà, ils ont des petits boîtiers. Quand vous allez prendre le métro, ils ont des petits boîtiers et puis ils vous font parler dans un boîtier, ils écoutent, ils reparlent dans un boîtier et ils vous le rendent. Alors, c'est ancien, mais ça prouve qu'il y a déjà un besoin et qu'ils sont déjà en train de regarder comment le faire. Alors, on a parlé de la préparation du voyage, mais il y a un moment quand même, un voyage, ça coûte quelque chose. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu du prix, de la fixation des prix. Bien avant les IA génératives, l'utilisation d'algorithmes pour faire varier les prix en fonction de différents critères, l'offre et la demande, notamment remplir un hôtel ou remplir un moyen de transport, ce sont des usages de machine learning ou de l'IA qui sont déjà bien installés. On a d'ailleurs fait un épisode entier consacré à ce sujet. Je voulais avoir votre sentiment sur cette catégorie de technologie, les algorithmes sur la fixation des prix. Est-ce que c'est des choses qui sont aussi à l'ordre du jour dans les feuilles de route, dans vos entreprises, ou est-ce que rien de nouveau sous le soleil, ce n'est pas la top priorité du moment? Peut-être Nicolas, chez Accor, pour commencer? Alors, ce n'est pas vraiment une priorité sur la fixation des prix. Nous, on a un vrai challenge sur avoir des meilleures prévisions en fait, de revenus. Et en fait, ce que l'IA nous apporte, c'est que c'est un process qui est assez compliqué parce qu'il se fait à chacun des hôtels, puis il faut le remonter, projeter à une région, il faut mettre plein d'informations différentes. Et en fait, nous, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'avec l'émergence de toutes les informations qu'on peut avoir, nous, un événement qui change de date, qui change de week-end, ça change une semaine, ça peut changer un mois si la semaine, elle n'est plus dans ce mois-là. Et donc, en fait, essayer de prendre un peu plus cette automatisation pour faire sens de plein de signaux qui sont compliqués à faire au niveau de l'hôtel, mais que d'un point de vue groupe, on peut aider à centraliser et voir comment ça impacte notre revenu. Après, les prix, oui, il y a un jour où l'IA choisira un prix qui dépend de vous. On n'en est pas encore. En fait, le système de loyalty qu'on a avec All Accor va évoluer en fait dans ce sens. Le programme de fidélité, c'est ça. C'est le programme de fidélité All Accor qui est le programme donc Accor. Et ce programme, pour l'instant, il est très a posteriori, c'est-à-dire vous avez fait quelque chose, on vous donne des points. Bon, après, vous pouvez utiliser ces points, on va vous aider. Vous avez un certain niveau, vous avez le droit à une boisson quand vous arrivez. Dès que vous êtes silver, vous avez le droit à une boisson quand vous arrivez dans l'hôtel, etc. Mais on croit énormément au prédictif et à se dire, pour telle personne, vu son profil, vu le nombre de voyages qu'il a fait, le nombre de fois où il est resté, on pourrait adapter notre proposition parce qu'on veut vraiment l'avoir à tel moment et donc on peut adapter nos prix et dire, vu que vous êtes membre, on va faire un prix vraiment spécifique à vous. On n'en est vraiment pas là encore. C'est dans notre vision. On a d'autres priorités pour l'instant. Quentin, un sujet en haut de la pile ou pas dans la pile ? Sujet extrêmement important dans le tourisme, c'est une certitude. Les prix, les promotions et le revenu management sont quelque part au cœur de l'activité. Je dirais que nous, sur les prix, si je les prends un petit peu isolément, même si tout fonctionne avec un algorithme, je pourrais revenir derrière, si je prends déjà l'entièreté, c'est à peu près 5% de notre chiffre d'affaires en création de valeur. On l'a mesuré, on l'a remesuré encore il y a quelques mois. Le fait de ne pas avoir ou d'avoir un algorithme, c'est 5%. Une valeur importante, qu'on arrive pour le coup bien à mesurer. Sur les prix, on a une stratégie prix qui est alignée avec notre positionnement qui est sur le haut de gamme, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans une courbe ascendante des prix, et on n'est pas du tout dans un pricing dynamique à la journée ou à la semaine qui fait un yo-yo. Ça bouge, mais encore une fois, dans la majeure partie des cas, on part de 100 pour arriver à 120, mais on ne fait pas à 100, 200, 50 pour tenir notre positionnement. Ça, c'est une stratégie prix qu'on a arrêtée il y a déjà longtemps et qu'on tient.
Maintenant, c'est l'algorithme qui décide de trier la demande. Selon la composition familiale, va accepter ou demander un tarif supplémentaire parce que la chambre aurait pu générer plus de revenus. C'est ça qui, in fine, aussi permet d'aller jusqu'à 5% du revenu. Je dirais que dans les prochains mois ou dans les prochaines années, nous, notre objectif, c'est d'améliorer le forecasting, ce qui rejoint ce que disait Nicolas. Et deuxièmement, d'incorporer beaucoup plus de données pour alimenter ce forecasting, jusqu'à aller à des données externes qui aujourd'hui ne sont pas intégrées dans notre modèle et qui influent énormément. Je pense à la météo, je pense à la neige, nous on opère beaucoup la montagne, des événements géopolitiques, enfin on peut imaginer beaucoup de choses qui pourraient à terme améliorer le modèle de yield et de prévision, et ce sera notre priorité dans les prochains mois. Ça me fait penser à un point, moi j'ai parlé beaucoup de l'externe, mais c'est vrai que quand vous prenez aussi tout ce qu'on fait chez Accor, il n'y a pas que les chambres, il y a aussi les restaurants, les services. Et donc, une des manières dont on peut aussi envisager, c'est une vision un peu plus globale de l'ensemble de la chaîne de valeur pour Accor. À un moment de rentrer ces paramètres-là dans l'IA et de se dire, la chambre, c'est qu'un des leviers pour l'ensemble du revenu. Et donc, est-ce qu'on est capable de faire des variations sur les prix des chambres parce qu'on sait que tel client est plus susceptible d'utiliser le restaurant, d'aller à un spa. Mais ça... c'est des idées qu'on a, on commence à y travailler, mais c'est pas encore live, quoi. On a beaucoup parlé de vos clients, c'est la moindre des choses, mais l'expérience de voyage, d'hôtellerie, elle est aussi le résultat du travail de vos salariés. Comment l'IA peut venir ou est déjà en train de venir faciliter, augmenter, simplifier le travail de vos équipes? Est-ce qu'il y a déjà des projets qui sont en cours? Peut-être Nicolas, chez Accor, pour commencer? Déjà, nos employés ils s'attendent à utiliser les mêmes outils que ce qu'ils utilisent d'un point de vue personnel. Donc, si quelqu'un a commencé à utiliser ChatGPT, c'est très dur de leur dire « Ah ben non, au travail, il n'y a pas des outils pareils parce qu'ils vont se sentir complètement démunis. Je pense que ça devient de plus en plus un outil de recrutement ou de non-recrutement si on n'a pas les bons outils. Très tôt, on a mis en place donc un GPT interne qu'on appelle Accor GPT, qui est sécurisé, qui nous permet de s'assurer que nos documents ne sont pas envoyés dans les LLM publics, même si ça reste un gros problème. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut adresser. Et donc, on continue à essayer d'améliorer les performances de notre système pour que les gens n'aillent pas à l'extérieur. C'est un premier aspect qui est clé parce que à travers cette plateforme, on a développé justement le système d'assistants où chacun peut développer un peu son propre outil personnalisé ou en tout cas adapté à ses besoins. On a parlé de traduction, mais on a eu des outils de traduction qui ont été créés comme ça pour des équipes marketing. On a commencé à voir toute la partie communication social media où il faut répondre à des commentaires social media, mais avec le bon ton de la marque. On a plein de marques. Chaque marque se crée un peu leur propre assistant qui leur permet de dire j'ai reçu tel commentaire, comment est-ce que tu répondrais, et d'avoir une première trame, donc ça fait gagner du temps. On estime qu'en moyenne, avec cet outil-là, on arrive à faire une économie de 2h30 par semaine par employé. Mais c'est très déclaratif, c'est encore très dur à mesurer. Et du coup, la deuxième vague pour nous, et alors c'est le buzzword de 2026, mais c'est l'agentique. Donc cette capacité non plus qu'à générer, mais aussi à prendre des actions. Et alors, on l'a vu à travers la partie ingénierie où c'est le plus développé. Et donc, on met en place ces outils-là pour tous nos développeurs et on voit des gains de productivité assez massifs. Et on continue à regarder comment ça va changer complètement nos processus en interne, comment on va aider des gens dans la partie RH, comment on va aider même les métiers de sales, les métiers de procurement. On a une grosse équipe procurement qui permet justement de fournir nos hôtels et d'autres hôtels en plein de produits différents. Tous ces métiers-là vont bénéficier de ces technologies. Après, c'est compliqué à mettre en place, il faut faire attention, donc c'est vraiment un projet de 2026. Mais c'est central dans notre stratégie IA pour 2026. Quentin, j'imagine qu'il y a des chantiers en parallèle. Et en préparant l'émission, vous m'avez parlé de quelque chose qui est assez intéressant et propre au Club Med, c'est le fait d'utiliser l'IA pour faire du matching entre les personnes qui vont dans vos resorts et leur trouver le bon géo dans chaque resort. C'est effectivement un processus métier cœur au Club Med. C'est pratiquement un des plus importants, c'est l'assignation de nos géos dans le monde. C'est ceux qui créent des moments de bonheur à nos clients. Aussi dans l'initiative de refondre nos processus métiers, grâce à l'IA notamment. Donc on a pris ce cas d'usage-là, concerne quand même 25 000 de nos géos dans le monde, tous les ans, qui vont d'un resort à un autre, qui était un process manuel sur Excel. Vous imaginez la pénibilité de nos équipes des ressources humaines quand il fallait affecter ces 25 000 géos. Donc on a fait ce qu'on appelle du RPA,
Il n'y a pas que l'agentique dans la vie. Exactement. C'est réalisé dans notre RPRH et en dehors, et qui avait la particularité d'aller chercher dans notre Data Factory les informations nominatives de nos équipes, tout cela étant sous Sens, qui est une particularité Google et Thales pour avoir des données sécurisées. Je le précise parce qu'on était sur des données RH, donc voilà, la raison pour laquelle on a fait ce partenariat, et qui, grâce à un algo de matching, qui a été meilleur que l'algo de Parcoursup ou de certaines écoles de commerce. Donc voilà. On passe le message. Cet algo de matching va proposer 4 profils pour chaque poste disponible. Et ça reste aux ressources humaines de sélectionner parmi les 4 le profil. Et ça, c'est une décision qu'on a prise lors de notre comité éthique de l'IA. Donc ça, c'est notre gros cas d'usage. Et on est à 75% d'acceptance aujourd'hui. Donc on est vraiment contents. Et les équipes RH sont soulagées et ont gagné à peu près 25% de leur temps pour être vraiment sur du qualitatif. Ensuite, on a beaucoup attaqué le métier marketing à leur demande. Donc ça va de créer un bot qui crée du contenu par email sur les réseaux sociaux et qui est au ton de la marque. Donc, il a injecté nos 50 pages de Tone of Voice Club Med. Ça peut aller aussi sur la traduction dans laquelle on a intégré l'ensemble de nos codants Club Med qui permet d'alimenter des CMS, gestion de contenu des sites web notamment. Donc on a beaucoup de cas d'usage qu'on adresse comme ça au niveau des métiers. C'est aussi notre priorité sur 2026. On a pour cela mis en place un rôle de process designer de processus métier en interne. Donc c'est un rôle. On a demandé aux gens de participer. On a eu 150 demandes qui aujourd'hui sont en train de mapper les processus métiers de l'entreprise qui ont parfois été créés il y a 30 ans avec une documentation parfois sommaire, ça peut arriver. Et on s'est engagé cette année à mapper 100 processus et en automatiser, grâce à l'agentique principalement, une vingtaine. C'est plusieurs choses qui sont hyper intéressantes. Déjà, effectivement, l'automatisation, il n'a pas fallu attendre la GenAI et l'agentique pour en faire. On a des processus, nous aussi, des RPA, on a des équipes dédiées qui, chaque semaine, délivrent des automatisations qui sont clés pour notre efficacité opérationnelle. Ce qu'on voit, c'est que et j'aime beaucoup l'idée de revoir les processus et c'est ce qu'on est en train de faire parce que ce qu'on voit, c'est que l'automatisation jusque-là, c'est j'avais un processus et j'automatise le step A, puis le step C, puis le step E, puis j'ai de l'humain. Et en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on peut se dire, mais en fait, j'ai un début, j'ai une fin. Et en fait, maintenant que j'ai des IA qui sont capables de raisonner, d'utiliser plusieurs outils, est-ce que véritablement, elles vont refaire le processus en suivant les mêmes steps ou pas? Et est-ce qu'on a besoin qu'elles suivent ces steps? Et donc, en fait, nous, on a à peu près la même approche, mais plus centralisée. Donc, on a un programme en cours où on est en train justement de regarder toutes ces fonctions clés et d'essayer d'identifier les 2 processus les plus importants sur lesquels on pourrait justement se poser cette question de comment est-ce qu'on pourrait repenser ces processus du début à la fin. Et est-ce que oui ou non, parce que la réponse peut être non, est-ce que oui ou non, l'agentique peut aider à apporter quelque chose dans ces processus? C'est la première chose. Et la deuxième chose que je voulais aussi dire sur le sujet, ça m'a fait penser à ça avec les communautés, c'est hyper important justement d'avoir les équipes qui sont investies sur ces sujets-là. Et nous, on a aussi une communauté de ce qu'on appelle AI Champions à travers toutes nos différentes fonctions métiers. Il faut aussi penser qu'on a toutes les régions, puis les marques, qu'on a un écosystème assez vaste de parties prenantes dans cette roadmap IA. Et donc, on essaie de mettre tout le monde ensemble à travers ces champions qui vont être capables de faire à la fois une descente de nous, ce qu'on a lancé, d'éduquer les équipes, mais aussi d'être un vivier d'innovation assez important parce que c'est justement eux qui vont nous remonter des idées, qui vont souvent faire des petits essais de leur côté on va les aider, puis ils vont venir vers nous quand il y a besoin de montrer ça à plus grande échelle. Vous diriez que la tonalité dans ces équipes, elle est de quelle nature? Les gens sont plutôt enthousiastes, voient l'usage de ces technologies d'un bon œil, ou il y a parfois un petit peu de crainte ou d'incompréhension sur l'utilisation? Quentin, peut-être? Disons qu'il peut toujours y avoir quelques craintes, c'est évident. Nous, le parti pris est similaire, c'est-à-dire qu'on a créé des ambassadeurs d'IA. On a demandé à des gens s'ils étaient intéressés par revoir leur processus métier. C'est pas moi, Quentin Briard, qui a décidé on va s'attaquer à ce processus-là. C'est qu'on a fait une démarche qui vient de nos équipes, qui travaillent au jour le jour sur des processus lourds, coûteux, longs, pénibles. C'est ces processus-là qui nous sont remontés et qu'on essaye de mapper
d'abord, et puis ensuite, effectivement, de voir si les 25 étapes du processus peuvent passer à 2 par l'IA, et donc répondre positivement à la demande qui nous est remontée. Donc, à partir du moment où on a une approche responsable, ou une approche éthique, qui est très importante, parce qu'on peut faire beaucoup de bêtises avec l'IA, et les algorithmes notamment, ou la non-gouvernance de l'ensemble de ces fermes d'IA, là, telles qu'on appelle ça aujourd'hui, je pense que la réponse, c'est responsabilité éthique. Je suis complètement aligné. Je dirais quand même il y a des craintes. En fait, il y a beaucoup de communications actuellement qui mettent beaucoup de changements organisationnels derrière l'IA, alors que franchement, j'en doute. Enfin, on est tous les deux dedans tous les jours et les gains, ils commencent à apparaître, mais ils ne sont pas à des niveaux de ce qu'on entend dans beaucoup de communications. Mais ça crée un sentiment un peu de crainte. Et donc, nous, on est très proactifs sur la manière dont on communique. On explique clairement où on veut aller. Oui, il y aura sûrement des métiers qui vont changer. Ça, c'est sûr, par contre. Mais au lieu de se dire, on va faire ça de notre côté, on va travailler ensemble et on va se dire, qu'est-ce que ça veut dire de changer ce métier? Comment est-ce qu'il va changer? Et comment est-ce qu'on va accompagner les collaborateurs à travers ce changement? Et aussi anticiper ce que ça veut dire d'un point de vue recrutement, évaluation, comment est-ce qu'on accompagne tout au long de ce processus RH, parce que l'ensemble va changer pour certains métiers. Ça ne veut pas dire que on va faire des coupes et que c'est le but, bien au contraire. Encore une fois, il y a une vraie valeur chez Accor autour de l'humain et l'importance de l'humain, et ça ne changera pas. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut aider nos collaborateurs à se focaliser justement sur ça et pas sur des tâches qui leur prennent des heures et... un fichier Excel avec 25 000 personnes, personne ne le souhaite. Donc, c'est au contraire, ce qu'ils souhaitent, c'est faire les bons matchings, c'est d'aider dans des cas compliqués, et on a exactement ça chez nous aussi. Il y a un domaine sur lequel je travaille beaucoup avec mes collègues des ressources humaines, c'est la GEPP, c'est la gestion des emplois et des carrières, qui est une vision long terme, stratégique, l'employabilité de nos équipes. Je m'intéresse particulièrement à un sujet qui s'appelle Skills-Based Organization. Donc, c'est le passage d'une organisation qui est basée sur des tâches, des job desks, des missions, à une organisation qui est plutôt basée sur des compétences, puisqu'il est évident qu'il y a des tâches qui s'automatisent et donc qui disparaissent de certains descriptifs de poste, et qu'il est, à mon avis, plus judicieux de se projeter sur quelles sont les compétences dont nous aurions vraiment besoin, qui sont stratégiques dans les prochaines années. Quelles sont les familles de métiers aujourd'hui et comment vont-elles évoluer à 5 ans? Mixer les deux, anticiper et développer l'employabilité de nos équipes, les réorienter. Ce sera la réponse, c'est l'anticipation, et l'avenir de l'IA passera par les ressources humaines. Nicolas, d'accord avec ce constat? L'avenir de l'IA passera par les ressources humaines? C'est la fonction la plus importante dans le futur, parce que il y a un sujet, je pense, qu'on essaye tous de craquer actuellement, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour la formation? Comment est-ce qu'on va faire monter des gens en compétences quand on a des intelligences artificielles qui sont capables de faire des premiers niveaux de poste, ou en tout cas de tâches? Et j'aime bien la distinction entre poste et tâche, c'est très important aussi. Ces compétences, comment on arrive à quand même à les développer? On voit plein de concepts qui sont en train d'émerger actuellement, d'architectes de process, de forces de travail à la fois humaines et agentiques, où des agents et des humains travaillent ensemble, ou... n'importe qui devient manager d'agents IA. C'est très théorique pour l'instant. J'aime bien regarder ces concepts pour nous forcer à essayer de pousser un peu notre enveloppe et de se dire, si on se projette dans 5 ans, à quoi ça peut ressembler, quels sont les différents scénarios et comment on s'y prépare et comment on adapte, parce que c'est une transformation, et une transformation, ça ne se fait pas en 2 mois. Alors c'est parfait, on parlait de projection et je voudrais qu'on continue sur cette lancée, je voudrais qu'on s'évade un peu, et pour terminer, pour conclure notre échange, je voulais vous demander tout simplement votre plus beau souvenir de voyage. Qui veut se lancer? Quentin, peut-être? Moi, je vais vous dire Punta Cana, un de mes resorts fétiches dans lequel je vais régulièrement, notamment parce que j'ai des souvenirs, c'est le premier voyage après l'épisode malheureux du Covid, et c'est un lieu dans lequel je retourne régulièrement. J'y étais encore à Noël dernier, merveilleux resort que je recommande absolument à tout le monde, avec un espace famille, un espace calme, 30 d'expériences possibles et activités. Une merveille. Nicolas? Alors moi, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup apprécié le Club Med. Mes parents étaient des grands fans et j'en reste un grand fan, mais c'est pas ce que je vais avoir comme exemple. Alors moi, c'est un projet familial en fait. En 2023, ma femme et moi avons décidé de poser un congé sans solde pour tout l'été. Ça faisait 5 ans qu'on est habité aux États-Unis. On avait eu quand même dans ces 5 ans 3 années de Covid.
où on n'avait pas fait grand-chose et on était quand même très refermés sur nous-mêmes. Et nos enfants étaient pile dans l'âge où on se disait qu'ils allaient un peu se souvenir de ce qui allait se passer. Donc on est parti 3 mois. On a vraiment arrêté de travailler le jour de la fin de l'école pour eux et on a repris la veille. Et on a fait un tour, donc on habitait à Seattle et donc on a fait un tour un peu du Pacifique qui sont plus durs à faire depuis l'Europe. On a fait 3 destinations qui sont le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Polynésie. Mais moi, le Japon, ça reste ma plus grande claque. C'était la première fois vraiment que je partais en Asie. Et la culture, le sens du détail, ce reste des choses qui... On parle d'expérience et de touche humaine. Je trouve que les Japonais, dans le détail qu'ils mettent dans chacune des choses qu'ils font, que ce soit la nourriture, le service, les trains, enfin tout est à la perfection et moins que la perfection, c'est un défaut. Et c'est hyper inspirant. Alors c'est un mode de société qui est difficilement reproductible en Europe, mais vraiment pour moi ça a été une expérience incroyable. Quentin, Nicolas, je vous remercie beaucoup d'être passé dans Changement d'époque en cours. Et Nicolas, vous m'avez offert, sans faire exprès, une magnifique transition, puisqu'en conclusion, je voulais informer nos auditrices et nos auditeurs que nous partons aussi en Asie dans Changement d'époque en cours, puisque nous serons à l'AI Impact Summit en Inde, à New Delhi, du 16 au 21 février. Et nous vous préparons plein de super épisodes hors série à cette occasion. Donc, plus que jamais, abonnez-vous et laissez-nous vos commentaires sur toutes les plateformes de podcast. Merci beaucoup Quentin et merci beaucoup Nicolas. Merci. Merci Laurent.